La nuit où mon père a prononcé ces mots, mon corps s'est figé avant même que mon esprit puisse réaliser l'ampleur des dégâts qu'une simple phrase pouvait causer. Je m'appelle Alay, et j'avais 27 ans quand j'ai compris que même les familles qui paraissent stables de l'extérieur peuvent vous détruire sans prévenir. Jusqu'à cet instant, je croyais sincèrement que les liens du sang étaient synonymes de protection et que le silence était synonyme de paix. Mais je me trompais, et cette erreur me semblait irrémédiable. Je suis entré dans le salon, m'attendant à une brève conversation sur les responsabilités, les horaires ou des choses sans importance qui ne puissent bouleverser ma vie. Au lieu de cela, l'atmosphère était pesante, comme si la pièce elle-même avait déjà décidé que je n'y avais pas ma place. Papa m'a regardé et a dit « Dans cette famille, tu ne comptes plus ». Ma poitrine s'est serrée instantanément, mon corps s'est figé, car mon instinct avait perçu la menace avant même que ma pensée n'ait eu le temps de réagir. Je l'ai regardé et j'ai dit « Répète ça lentement ». Papa n'a pas hésité et n'a laissé transparaître aucune émotion, car il avait déjà décidé qu'il n'était pas nécessaire d'adoucir le choc. Il a dit « Tu m'as bien entendu. On en a fini de faire semblant que tu es importante ici. » Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucune hésitation dans son ton. Ce calme apparent rendait ses paroles plus lourdes, car la cruauté silencieuse ne laisse aucune place à la riposte, aucune possibilité de se défendre. Dans ce silence, j'ai senti quelque chose en moi se transformer, sans que je m'y attende. Ma place au sein de cette famille n'a fait l'objet d'aucun débat, d'aucune discussion. Elle a été effacée d'une manière qui semblait organisée et définitive. À partir de cet instant, j'ai cessé de faire confiance à cet espace que j'avais autrefois appelé mon foyer. J'ai cessé de croire que la loyauté me protégerait, que mes efforts me permettraient de me faire remarquer. Dès cet instant précis, j'ai cessé de leur consacrer mon temps, mon attention et mes ressources, car j'ai compris que rien de ce que je donnerais ne serait jamais suffisant. Et quelques jours plus tard, ils m'ont supplié de revenir. Mais j'ai refusé. Soyez honnête. Si votre propre famille vous disait cela, vous battriez-vous pour rester ou choisiriez-vous de partir? Et comment pensez-vous que ce choix influencerait votre avenir? Partagez votre réponse. Ce soir-là, la maison ne semblait pas différente au premier abord, mais le sentiment familier d'appartenance s'est dissipé doucement tandis que je parcourais chaque pièce, ressentant une résistance inédite. Chaque pas me semblait légèrement déplacé. Le moindre bruit portait un poids inavoué, et l'air autour de moi était chargé d'une tension telle que même les gestes les plus simples me donnaient l'impression de franchir une limite que personne ne voulait expliquer. Je m'efforçais de conserver mes habitudes, car la structure me paraissait plus rassurante que la confrontation. Pourtant, la façon dont les gens réagissaient à ma présence changeait subtilement, mais indéniablement, rendant le silence plus pesant que les disputes passées. Les voix s'adoucissaient lorsque j'entrais dans les pièces communes. Le contact visuel s'évanouissait avant même d'avoir pu s'établir. Et les pièces qui me semblaient autrefois ouvertes se transformèrent en territoire. Je n'avais le droit d'y emprunter que quelques instants. Je continuais à m'asseoir sur la même chaise, même si elle ne me semblait plus mienne. Ma belle-mère, Diane Monroe, commença à modifier de petits objets dans la maison d'une manière qui semblait calculée plutôt que bienveillante. Dès lors, je ne l'appelais plus que Diane. Elle déplaçait des objets que j'utilisais quotidiennement à des endroits inattendus, modifiait les horaires des membres de la famille sans m'en parler et corrigeait de petites habitudes avec une autorité calme qui ne laissait aucune place à la discussion. Rien de ce qu'elle faisait ne paraissait dramatique vu de l'extérieur. Pourtant, la constance de tout cela portait en elle une intention qui s'est peu à peu alourdie avec le temps. Mon jeune frère, Ethan Monroe, a commencé à prendre ses distances d'une manière qui semblait délibérée plutôt qu'émotionnelle. Dès lors, je ne l'ai plus appelé qu'Ethan. Il a cessé de croiser mon regard dans les couloirs étroits, évitait de s'asseoir près de moi à table et trouvait des prétextes pour quitter une pièce dès que j'y entrais, ce qui rendait le silence entre nous presque calculé. Il n'a jamais dit de méchanceté, pourtant la distance s'est installée comme si elle avait été soigneusement préparée. Au lieu de réagir, j'ai choisi de me concentrer sur l'observation et une compréhension silencieuse, car réagir leur aurait donné le contrôle de l'atmosphère, tandis que les observer me permettait de garder mon sang-froid dans une position qui devenait stratégique. J'ai commencé à remarquer le timing plutôt que le ton de la voix plutôt que l'intention, et les schémas plutôt que les excuses, ce qui m'a permis de prendre conscience de la situation sans laisser transparaître la confusion. J'ai mémorisé la façon dont les regards fugaces se déplaçaient quand on prononçait mon nom, le léger délai avant les réponses quand je parlais, et le silence qui s'installait quand je restais un peu trop longtemps dans une pièce. Un sentiment diffus de malaise s'installa derrière leurs agissements, un sentiment qui semblait moins lié à moi qu'à une urgence indéfinissable. Les papiers disparurent des espaces communs où on les laissait traîner. Sans raison apparente, les portes restaient closes plus longtemps que d'habitude, et les conversations s'interrompaient brusquement au bruit de pas, créant un schéma impossible à ignorer. Je choisis de ne confronter personne à ce moment-là,
car je ne cherchais plus à être comprise et poser des questions me paraissait plus utile qu'observer en silence. À la fin de la nuit, je compris que je n'étais plus en phase avec le rythme émotionnel de la maison. Non pas par échec, mais parce que la dynamique de l'attention avait basculé sans prévenir ni donner mon accord. Je ne pleurais pas, je n'élevai pas la voix, je n'exigeais pas d'explication, car je sentais que les réponses ne viendraient pas spontanément et que les forcer ne feraient que me donner des mensonges enjolivés au lieu de la vérité crue. Je restais immobile dans mon espace et observais les autres s'adapter peu à peu à cette nouvelle maison où ma présence n'était plus considérée comme essentielle. 3 jours plus tard, le silence semblait organisé. Au bout de 3 matins, la routine à la maison prit une tournure plus froide et plus calculée. Papa se déplaçait dans les pièces communes sans me regarder, non par colère ou irritation, mais d'une manière presque mécanique, comme si ma présence ne nécessitait plus d'être remarquée. Quand il parlait, ses mots me passaient sous silence. De brefs échanges sur les horaires, les courses ou le travail, sans jamais inclure mon avis ni ma contribution. Je remarquai que sa chaise était légèrement tournée vers l'extérieur à table, non pas par hasard, mais par de petits gestes répétés qui faisaient partie intégrante de la pièce. Cet après-midi-là, en entrant dans le salon, je constatai que mes affaires personnelles avaient disparu. Les livres que je gardais près du fauteuil n'étaient plus là. Le plaid que j'utilisais tous les soirs n'était plus sur le canapé. Même ma petite tasse en céramique habituelle avait disparu du placard de la cuisine. Diane ne fit aucune remarque, ne demanda pas la permission, n'expliqua rien, et en voyant ces espaces vides, je compris le message sans qu'il soit besoin de mots. La maison devenait un lieu où ma présence était éphémère, même si mon nom restait associé aux responsabilités familiales. J'ai testé de petites décisions pour voir ce qui m'appartenait encore. J'ai réglé le thermostat une fois et j'ai remarqué qu'il était revenu à sa position initiale en quelques minutes. J'ai déplacé une chaise dans la salle à manger et je l'ai retrouvée à sa place plus tard dans la soirée. J'ai changé la position d'une lampe dans le couloir et je l'ai vue disparaître complètement le lendemain matin. Ce n'étaient pas des disputes. Personne n'a élevé la voix. C'était plus calme que cela. C'était systématique. Le 3e soir, pendant le dîner, j'ai tenté de me joindre à une conversation sur les projets du week-end. Papa n'a pas répondu à ma question. Diane a répondu comme si je n'avais rien dit, décrivant sans hésiter des plans qui ne me concernaient pas. J'ai observé comment Ethan évitait mon regard, comment sa fourchette ralentissait chaque fois que je parlais, comment il fixait son assiette plutôt que de risquer un contact visuel. Je ressentais l'absence d'hostilité directe, ce qui était plus troublant qu'un conflit ouvert, car cela signifiait que la décision concernant ma place avait déjà été prise par quelqu'un d'autre. Plus tard dans la soirée, en passant devant le bureau, j'ai remarqué une pile de courriers non ouverts sur le coin du bureau. Une enveloppe était légèrement à l'écart des autres, pliée à la hâte. À l'intérieur, des avis qui ne m'étaient pas destinés, des relevés de comptes impayés, un avertissement concernant des échéances imminentes, une lettre au terme marqué d'un trait sur les révisions de comptes et les échéanciers de paiement. Je n'ai pas tout ouvert. Ce n'était pas nécessaire. Le schéma m'a immédiatement sauté aux yeux, car le stress laisse des traces, même quand on croit l'avoir bien dissimulé. J'ai remis les papiers à leur place, sans les déplacer. Mais le poids de ce que j'avais vu ne me quittait pas. J'ai commencé à relier de petits détails, des conversations téléphoniques chuchotées, interrompues lorsque j'entrais dans une pièce tard le soir, des bruits de clavier derrière des portes closes, des conversations coupées en plein milieu dès que je m'approchais. Personne n'essayait de m'intimider. Personne ne cherchait la confrontation. On essayait de garder le contrôle tout en faisant comme si de rien n'était. Cette prise de conscience s'est installée plus profondément que la peur. Je ne perdais pas ma place dans la famille par accident. Le système se redessinait discrètement. Je sentais les contours de la nouvelle structure se dessiner autour de moi, se resserrer d'une manière qui ne laissait aucune place à la négociation. J'ai cessé de vouloir tout arranger. J'ai arrêté de me demander quelle était ma place. J'ai commencé à observer ce qu'il protégeait, ce qu'il cachait et ce qu'il craignait de voir révéler. Le silence ne me paraissait plus vide. Il semblait calculé. Une semaine passa sans dispute, seulement des réorganisations. J'ai commencé à me retirer de toute interaction superflue avec les personnes présentes dans cette maison. Non pas par faiblesse, mais parce que j'ai compris que l'observation exigeait de la distance, du silence, de la discipline et une maîtrise. De mes émotions que je n'avais jamais pratiquées auparavant. J'ai cessé de donner mon avis. J'ai cessé de partager des informations. J'ai cessé de corriger les malentendus. Au lieu de cela, j'ai observé les schémas, analysé les réactions, mesuré les silences dans les conversations et mémorisé le comportement de chacun lorsqu'il pensait que je ne l'écoutais plus. Ce changement ne m'a pas paru radical, mais délibéré, comme reculer devant une surface brûlante avant que les dégâts ne soient visibles sur ma peau. Mon attention s'est détournée de l'idée de réparer ce qui était déjà abîmé. Le travail est devenu mon principal repère,
non pas comme une échappatoire, mais comme un lieu où les résultats étaient des règles claires et cohérentes, et où l'effort produisait des résultats concrets. Je restais plus longtemps après la fermeture. Je me suis porté volontaire pour des tâches que les autres évitaient. J'écoutais davantage en réunion et ne prenais la parole que lorsque j'étais sûr que mes paroles seraient prises en compte. Pour la première fois depuis longtemps, j'ai eu le sentiment que ma présence avait une valeur tangible, même si ce n'était pas entre les murs de ma maison. En rangeant de vieux dossiers sur mon ordinateur portable, j'ai commencé à remarquer des transactions qui m'avaient paru insignifiantes. De petits transferts ont pris une importance considérable une fois replacés dans le temps. Des contributions ponctuelles se sont transformées en un soutien régulier. J'ai découvert des relevés de factures partagées, des paiements d'urgence, des dépôts discrets et des dépenses que je n'avais jamais comptabilisées dans mes charges, car on m'avait toujours dit que chacun contribuait de la même manière. Les chiffres racontaient une autre histoire. Les sacrifices discrets racontaient une autre histoire. Le silence qui entourait ces sacrifices a enfin pris tout son sens. J'ai ouvert un carnet personnel et j'ai commencé à noter tout ce qui m'appartenait personnellement. Les coordonnées bancaires, les codes d'accès, les mots de passe oubliés, les avantages sociaux qui ne m'avaient jamais été clairement expliqués, les documents juridiques qui dormaient dans des tiroirs communs. J'ai suivi les flux financiers. J'ai analysé les habitudes de dépenses. J'ai instauré l'ordre là où le chaos était autrefois toléré. Il ne s'agissait pas de vengeance, mais de clarté. Pour la première fois, je savais exactement où j'en étais financièrement, mentalement et structurellement dans ma propre vie. Cette semaine-là, j'ai rencontré ma meilleure amie, Nathalie Brox. Elle m'a écouté sans m'interrompre, sans proposer de solutions radicales, sans me pousser à prendre des décisions que je n'étais pas prête à prendre. Elle n'a pas cherché à me réparer. Elle n'a défendu personne. Elle m'a simplement laissé cet espace, pour une fois. Cette simple conversation m'a marqué plus que n'importe quelle dispute, car elle m'a montré à quoi ressemblait un soutien serein, sans condition ni attente. Au fil des jours, mon rapport à la maison a de nouveau évolué. J'ai cessé de me sentir invisible. J'ai cessé de me sentir effacé. J'ai commencé à me sentir détaché. Le détachement a apporté la clarté. La clarté a apporté la maîtrise. La maîtrise a apporté une paix qui ne dépendait pas d'une approbation. J'ai compris que je n'évoluais plus dans le système qu'ils avaient construit pour moi. Je concevais ma propre structure, discrètement, en privé, sans demander la permission à quiconque avait cru pouvoir décider de mon rôle à ma place. Je ne les ai pas confrontés. Je n'ai pas annoncé de changement. Je n'ai pas exigé de reconnaissance. Je suis simplement devenu quelqu'un qu'ils ne pouvaient plus facilement cerner. Cette semaine-là n'a rien eu de dramatique vu de l'extérieur, mais intérieurement, c'était la semaine où j'ai cessé d'essayer d'être comprise par des gens qui avaient déjà décidé que je n'étais plus utile. 2 semaines plus tard, j'ai cessé de demander de l'espace et j'ai commencé à le créer. J'ai fait mon premier vrai pas discrètement, sans annonce ni préparation émotionnelle, car j'ai compris que la liberté s'épanouit pleinement lorsque personne n'a le temps d'intervenir. J'ai ouvert un compte bancaire personnel à mon seul nom, dans une autre agence, avec une autre adresse e-mail et un autre numéro de téléphone. Je n'ai demandé aucune autorisation. Je n'ai donné aucune explication. Je n'ai éprouvé aucune culpabilité. Pour la première fois, quelque chose dans ma vie m'appartenait entièrement, sans partage, sans question, sans attente tacite liée à chaque euro qui y transitait. Après cette étape, j'ai élaboré un plan financier qui n'appartenait qu'à moi. J'ai analysé mes revenus différemment, non plus comme de l'argent destiné à faire vivre un foyer qui ne me respectait plus, mais comme une ressource pour construire mon avenir. J'ai classé mes dépenses par catégorie, suivi leur évolution, anticipé les risques et préparé les imprévus. Il ne s'agissait ni d'avidité, ni de peur. Il s'agissait de refuser de rester dépendante d'un système qui m'avait déjà jugé jetable. J'ai commencé à considérer mon temps comme une monnaie d'échange, mes compétences comme un levier, et mon énergie comme quelque chose qui méritait d'être protégé. À la maison, Diane a commencé à changer. Ses questions sont devenues plus incisives. Son regard s'attardait sur moi. Son ton changeait lorsque je passais près d'elle. Elle a commencé à poser des questions vagues sur des documents, des reçus, des cartes, des relevés bancaires qui n'ont jamais existé. Elle essayait de me prendre au dépourvu en posant des questions devant les autres, espérant que j'hésiterais ou que je révélerais quelque chose sans m'en rendre compte. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai rien confirmé ni infirmé. Elle n'avait aucune preuve, aucun accès, aucune autorité sur ce que j'avais déjà séparé. Ses soupçons sont restés prisonniers d'elle, grandissant sans but, car le pouvoir devient inutile lorsqu'il ne peut toucher à ce qui compte. Au travail, une nouvelle présence s'est peu à peu immiscée dans mon quotidien. Mon collègue Eric Vaughan est devenu une partie intégrante de mon environnement, à travers les projets, les réunions, les échéances, les responsabilités partagées. Il était calme, d'une manière qui ne cherchait pas à attirer l'attention.
Il était concentré d'une manière rassurante. Il écoutait avant de parler. Il remarquait les détails sans les dramatiser. Ses échanges étaient sereins, empreints de stabilité. Pour la première fois depuis longtemps, je travaillais avec quelqu'un qui me considérait comme compétente sans que j'aie à le prouver. Ce simple professionnalisme a transformé ma conception du respect, car il m'a montré à quel point il pouvait être léger lorsqu'il était authentique. À mesure que mon indépendance grandissait, ma vision de la famille a évolué de façon inattendue. La famille a cessé de se résumer à des murs partagés, des repas partagés, une histoire commune instrumentalisée. J'ai commencé à la percevoir comme une harmonie plutôt que comme des liens du sang, comme une sécurité plutôt que comme une obligation, comme une constance plutôt que comme des promesses faites par simple opportunisme. J'ai cessé de mesurer l'amour à l'aune du sacrifice, car ce dernier n'avait fait que me rabaisser dans cette maison. J'ai commencé à mesurer le lien à l'absence de peur, à la présence de la confiance, au sentiment de pouvoir exister sans avoir à me taire ni à dissimuler mon impact. Au bout de ces 2 semaines, je ne me sentais plus comme quelqu'un qui attendait d'être accepté. Je me sentais comme quelqu'un qui bâtissait une structure que personne ne pourrait discrètement détruire. J'ai passé moins de temps à me justifier. J'ai passé moins de temps à défendre mes décisions. J'ai consacré plus de temps à consolider ma position, mes finances, mon avenir. Cela ne se voyait pas de l'extérieur, mais intérieurement, quelque chose s'était ancré. Je ne cherchais plus à être vu. Je décidais qui méritait d'y avoir accès. Un mois à mon nom a commencé à compter ailleurs. Au travail, les choses ont évolué discrètement mais de façon tangible. Mon supérieur a cessé de corriger mes rapports et a commencé à les transmettre, ce qui, en apparence anodin, était lourd de sens car c'était la première fois que quelqu'un faisait confiance à mon jugement sans condition ni rappel. On m'a confié la responsabilité d'un processus interne mineur. Rien de spectaculaire, rien de public pour l'instant. Cela a marqué un véritable changement dans la façon dont on me percevait. Pour la première fois depuis longtemps, ma valeur était reconnue au lieu d'être remise en question. À la maison, l'ambiance a changé pour d'autres raisons. Mon père a commencé à poser des questions qui semblaient anodines, mais qui avaient une signification particulière, principalement à propos de la paperasse, des factures ou des documents à classer. Peu après, Diane suivit son exemple en apportant des dossiers dans les espaces communs et en les plaçant suffisamment près pour que je les remarque, mais pas assez pour que je puisse les toucher. Ils ne demandaient pas directement d'aide, mais leur regard revenait sans cesse vers moi d'une manière qui semblait calculée, comme s'ils testaient les limites de leur emprise financière sans admettre avoir besoin de moi. Les problèmes financiers devenaient de plus en plus difficiles à ignorer au fil des jours. Les enveloppes non ouvertes s'accumulaient en petits tas. Les rappels de paiement numérique s'affichaient plus longtemps que d'habitude sur les appareils partagés, et le ton entrepassa de l'assurance à l'attention. Je n'intervins pas. Je ne proposais aucune solution. Je restais où j'étais, observant combien de temps il leur faudrait avant de comprendre ce que signifiait réellement le silence lorsqu'il leur appartenait. Je commençais à réaliser l'énergie que je déployais auparavant pour tout gérer, comblant des lacunes pour lesquelles personne ne me remerciait jamais. Cette prise de conscience ne me mit pas en colère. Elle me rendit plus rigoureuse. Je commençais à organiser mon temps en fonction de mes propres priorités, considérant mon énergie comme une ressource limitée plutôt que comme un outil au service de la famille. Leur chaos n'était plus une obligation que je me sentais obligé de gérer. Des moments commencèrent à apparaître où mon absence engendrait une confusion manifeste. Un formulaire oublié par-ci, une échéance mal comprise par-là, de petits dysfonctionnements opérationnels qui, d'ordinaire, passaient inaperçus car je les absorbais discrètement. Cette fois, je ne fis rien d'autre qu'observer leur désarroi, sans que je corrige leurs erreurs en secret. Un calme étrange s'installa dans ma routine. Ni bonheur, ni vengeance, juste une lucidité. Celle qui survient lorsqu'on cesse de chercher à être vu par des gens qui ne vous remarquent que lorsque leur monde s'écroule. Je compris, sans avoir besoin de preuves, qu'ils apprenaient enfin le prix à payer pour ne jamais avoir valorisé la personne qui maintenait leur système à flot. Puis, sans prévenir, tout s'effondra. La première fissure apparut dans la paperasse, pas dans les voies. Je remarquai des enveloppes inconnues empilées près de la table d'entrée, portant des lettres capitales, provenant d'organismes financiers au langage peu aimable et à la mise en page peu soignée. Je compris aussitôt que ce qui se passait dans cette maison était désormais visible de l'extérieur, et que je ne pouvais plus rien y faire. C'est alors que je découvris ce qu'Ethan cachait. Il avait accumulé une dette considérable de cartes de crédit et de prêts personnels à son nom, avec une documentation légale accablante qui ne laissait aucune place au déni ni à la confusion. Les dossiers contenaient des numéros de compte clairs, des signatures originales et des conditions de remboursement déjà violées. Je ne l'ai pas confronté, car à ce stade, l'observation me semblait plus judicieuse que la réaction. En quelques jours, l'intimité de la maison s'est estompée.
Des agents de recouvrement ont commencé à se présenter au portail, parlant d'un ton ferme et professionnel, suffisamment poli pour rester légal, mais assez froid pour que le message soit impossible à ignorer. Ils arrivaient avec des dossiers, des numéros de dossiers et des menaces à peine voilées de poursuite, créant une tension palpable qui a persisté longtemps après leur départ et qui a bouleversé l'atmosphère de la maison comme aucune dispute ne l'avait jamais fait. Mon père l'a ressenti avant même que quiconque ne l'admette. Il a commencé à se déplacer dans la maison comme un invité plutôt que comme une figure d'autorité, évitant les longs silences près du courrier non ouvert, les conversations qui nécessitaient des décisions, et le contact visuel direct lorsque certains mots étaient prononcés. Je pouvais voir la peur s'installer dans son visage, car le risque n'était plus d'ordre émotionnel. C'était une affaire juridique et financière aux conséquences bien réelles, liées à des biens, des obligations consignées et des actifs donnés en garantie par erreur. Diane fut la plus affectée. Sa voix s'adoucit d'une manière que je ne lui avais jamais entendue, perdant sa fermeté et sa maîtrise habituelle, remplaçant les ordres par des questions qui sonnaient étrangement dans sa propre bouche. Elle se mit à rôder près de moi chaque fois que le sujet des documents était abordé, choisissant soigneusement ses phrases avec une pointe d'inquiétude, mais dissimulant un profond désespoir. Finalement, la demande arriva sans ménagement. Papa et Diane s'assirent en face de moi, des formulaires à la main, me demandant de signer comme garant financier pour consolider leur situation précaire. Ils expliquèrent que ma signature ne serait qu'une formalité, que cela n'aurait aucune incidence sur ma vie, que les familles étaient censées se protéger mutuellement dans ces moments-là. Ils parlaient lentement, comme des personnes essayant de marcher sur du verre brisé sans se blesser. Je lus chaque ligne avant de parler. Je ne ressentais ni précipitation, ni colère, ni satisfaction, car mes émotions s'étaient apaisées, laissant place à une froideur et une lucidité plus profondes. J'ai levé les yeux vers eux et j'ai dit calmement. « Vous avez dit que je n'avais aucune importance, alors je ne signe rien. » Personne n'a crié. Personne n'a claqué la table. Le silence qui a suivi était plus lourd que n'importe quelle confrontation, car cette fois, la force ne résidait pas dans le volume sonore, mais dans la finalité. J'ai remis les papiers dans leur dossier, je me suis levé sans un mot de plus et je suis sorti de la pièce, sachant que ce qui restait de ce système n'avait plus besoin de moi. 6 mois plus tard, le silence n'avait plus un goût de vide. Il était synonyme de pureté. J'ai déménagé sans prévenir personne. Pas d'adieu, pas d'explication, pas de nouvelle adresse. J'ai choisi un petit appartement dans un autre quartier, j'ai signé le bail, j'ai discrètement transporté mes affaires en 2 voyages, puis j'ai refermé la porte derrière moi sans cérémonie. Le silence dans cet espace était rassurant, non plus synonyme de solitude, et pour la première fois depuis des années, il n'appartenait qu'à moi. Ma vie hors de leur maison a commencé à se dessiner lentement. J'ai changé mes habitudes, j'ai exploré d'autres rues, j'ai découvert de nouvelles épiceries, j'ai pris de nouvelles habitudes qui ne dépendaient de l'approbation de personne. Rien n'était spectaculaire. Rien ne criait. La stabilité s'installa là où régnait le chaos. Parallèlement, les conséquences de leur choix continuaient de se propager. La banque locale leur retira officiellement tout accès au crédit après que des retards de paiement furent constatés. Leur longue relation avec cette agence ne pesait plus rien une fois les chiffres passés. Des portes qui s'ouvraient autrefois automatiquement se fermèrent sans explication. La situation d'Ethan prit une tournure juridique. Une action civile fut intentée, dûment documentée, programmée et consignée. Il n'y eut aucune scène dramatique. Aucune confrontation bruyante. Juste des papiers, des cachets, un langage formel et un calendrier qui avançait sans émotion. Je n'en ai eu connaissance que parce que quelqu'un l'a mentionné par hasard, comme s'il s'agissait de la météo. Papa et Diane ont perdu quelque chose d'irresponsable. Leur réputation dans la communauté s'est érodée silencieusement. Les invitations cessèrent d'arriver. Les conversations devinrent plus courtes. Les visages familiers détournèrent le regard en public. Une réputation ternie ne se répara pas d'elle-même. J'ai observé cela de loin, sans satisfaction, sans chagrin, sans implication. Il n'y a pas eu de retrouvailles, pas d'appel tardif, pas d'excuses, pas de tentative de renouer le contact. Je n'ai pas cherché à clore le chapitre, car j'ai compris que certaines portes ne se ferment pas bruyamment. Elles cessent simplement d'exister. Le silence dans lequel je vivais est devenu un atout, non une punition. J'ai commencé à dormir sans tension dans la poitrine. J'ai cessé de vérifier mon téléphone pour des messages qui n'arrivaient jamais. J'ai commencé à envisager un avenir où je n'aurais plus à justifier ma valeur auprès de ceux qui refusaient de la voir. Pendant longtemps, j'ai cru que la force était synonyme d'endurance. Je croyais que survivre exigeait le silence. Je croyais que la loyauté signifiait tolérer l'effacement. À un moment donné, j'ai appris que la force, c'est parfois s'autoriser à partir sans permission. Je ne suis pas revenu. Je n'ai pas regardé en arrière. Je n'ai pas attendu.
Votre valeur n'est pas créée par ceux qui profitent de votre silence. Elle ne se mesure pas à ce que vous endurez, à ce que vous sacrifiez, ni à l'invisibilité que vous vous imposez. Poser des limites n'est pas de la cruauté. La distance n'est pas une trahison. Personne n'a le droit de définir votre valeur ni d'évaluer votre présence dans sa vie. Nul besoin de se faire petit par amour, et vous avez raison de privilégier la paix à la familiarité. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'apprécie sincèrement le temps que vous avez consacré à cette lecture et à l'échange qu'elle a suscité. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Si vous étiez dans cette situation, que feriez-vous? Partiriez-vous discrètement comme je l'ai fait, ou les affronteriez-vous de front? Partagez votre point de vue dans les commentaires. Votre opinion compte.